Imaginez-vous prisonnier d'un paquebot renversé avec une seule chance de survivre, remonter jusqu'à la coque à contre-courant de la panique. Ce soir, retour sur l'un des plus grands films catastrophes de tous les temps, l'aventure du Poséidon. La genèse de l'aventure du Poséidon illustre comment une expérience traumatique réelle peut être transmuée en un succès de la culture populaire grâce au rouage de la production hollywoodienne. En 1937, l'écrivain et journaliste américain Paul Gallico traverse l'Atlantique Nord à bord du prestigieux paquebot le Queen Mary. Durant cette traversée, le navire est frappé de plein fouet par une série de vagues scélérates. Le paquebot gîte de manière si extrême que l'eau de l'océan affleure directement les fenêtres du grand salon de restauration, provoquant une panique indescriptible et le bris de toute la vaisselle et du mobilier. Bien que le navire soit parvenu à se redresser, Gallico reste hanté par cette vision d'un géant des mers, incapable de surmonter son inclinaison. 30 ans plus tard, après des recherches denses sur la physique navale et la possibilité théorique d'un chavirage complet provoqué par un tsunami ou une secousse sous-marine, il publie son roman en 69. Dès la sortie de l'ouvrage, les droits cinématographiques sont acquis par la maison de production Avco Embassy. Irwin Allen, par le biais de sa structure Kent Productions, signe un accord pour développer 3 films avec Avco, plaçant l'adaptation du Poséidon au cœur de ce partenariat. Un premier scénario est alors commandé, avec pour objectif une version finalisée en octobre 69. Néanmoins, un changement de direction à la tête d'Avco compromet l'entreprise. Le nouveau président annule la production, invoquant des contraintes budgétaires rédhibitoires et une profonde perplexité quant à la faisabilité technique d'un chavirage réaliste à l'écran, prédisant un échec commercial retentissant. Devant ce refus, Allen réoriente le projet vers la Fox en juillet 71. Sur le plan de l'écriture, le processus s'avère tout aussi sinueux. Le premier scénariste engagé admet avoir accepté la tâche principalement pour des raisons financières, anticipant un film d'action populaire, mais sans grande finesse d'écriture. Confronté aux exigences d'Allen et insatisfait de ses propres réécritures, il demande à être déchargé de ses fonctions. En novembre 71, Allen recrute Sterling Siliphant, auteur oscarisé, pour restructurer le récit. Siliphant élargit considérablement le groupe restreint de personnages du roman pour composer un vaste drame choral, introduisant des séquences d'action dynamiques et amplifiant les enjeux dramatiques. Pour financer cette production estimée à près de 5 millions de dollars, la Fox prend en charge la moitié du budget, tandis qu'Irwin Allen lève le solde auprès d'investisseurs privés. En phase de pré-production, les storyboards méticuleux de l'illustrateur Tom Cranham cartographient l'architecture inversée du navire et guident la planification visuelle avant le début des prises de vue. Où allez-vous? Vous le voyez, nous suivons le docteur. Docteur! Docteur! Vous allez dans la mauvaise direction, vous allez vers l'avant. C'est exact, révérend. Non, une minute. Vous ne pouvez pas sortir par là. Pourquoi pas? C'est parce que nous enfonçons par l'avant. L'avant est sous l'eau. Si vous voulez essayer de sauver ces personnes, allez vers l'arrière, nous sortirons à travers les machines. La chambre des machines, c'est fichu. Mais comment le savez-vous? Les explosions, vous les avez entendues comme nous, je suppose. Il n'y a qu'une façon de sortir et c'est par l'avant. Si Irwin Allen s'impose rapidement comme le visage public et marketing du film, les studios recherchent un metteur en scène capable d'élever le niveau dramatique. Plusieurs cinéastes de premier ordre, tels que George Roy Hill, Sidney Pollack, Frank Schaffner ou Peter Yates, sont envisagés. Après un bref intermède durant lequel Gordon Douglas est attaché à la réalisation, c'est finalement le cinéaste britannique Ronald Neame qui prend la direction du projet. Né à Londres, Neame est un véritable enfant de la pellicule. Avant de passer derrière la caméra, il s'impose comme l'un des directeurs de la photographie les plus doués de sa génération en Grande-Bretagne. Il passe définitivement à la réalisation en 1947, avec notamment un hold-up extraordinaire, le dossier Odessa,
avant de revenir au film catastrophe 6 ans plus tard, aux commandes du décevant Météore. La relation de travail entre Ronald Neame et Irwin Allen sur l'aventure du Poséidon est d'abord tendue, mais elle débouche sur un partage des tâches très efficace. Le premier se consacre à la direction artistique, au développement des personnages et à l'incarnation dramatique. Le second prend en charge la seconde équipe, supervisant personnellement la mise en œuvre des séquences d'action, ce qu'il fera également sur La Tour Infernale, dont la rétrospective est disponible sur la chaîne. C'est un écho assez effrayant, commandant, et ça se rapproche. La station sismographique d'Athènes, commandant. Ici, le commandant Harrison, SS Poséidon. Est-ce que vous pouvez nous fournir plus de détails sur le séisme signalé près de la crête? Terminé. Ici Athènes. Épicentre 130 000 au nord-ouest de la crête. Durée 42 secondes. La distribution de l'aventure du Poséidon obéit à la logique du star system choral théorisé par Irwin Allen, associant des comédiens chevronnés et oscarisés à de jeunes talents afin de maximiser l'identification du public et la rentabilité commerciale. Pour jouer le révérend Frank Scott, d'abord proposé à Burt Lancaster qui décline le rôle, ne s'estimant pas en phase avec le personnage, la production engage Gene Hackman, tout juste auréolé de son Oscar pour French Connection. Hackman incarne un prêtre non-conformiste, colérique et profondément humaniste. Il refuse d'attendre passivement les secours et prône l'action individuelle. J'ai l'impression que vous vous réjouissez de la punition. La punition? L'église m'a comblé, vous voulez dire. Exilé dans ces pays nouveaux, en Afrique. J'ai dû regarder la carte avec une loupe pour savoir où on m'envoyait. Ah, je peux remercier mon évêque de sa bonté, il m'a donné exactement ce que je voulais. Être moi-même. Et la liberté. Je veux dire la vraie liberté. D'abord la liberté de balancer toutes les règles et tous les faux semblants. Face à lui, Ernest Borgnine campe un policier new-yorkais hargneux, pragmatique et autoritaire, qui conteste chaque décision du révérend. La rivalité à l'écran a glissé dans la réalité. Hackman et Borgnine avaient chacun un ego solide. Hackman reprochait parfois à Borgnine de surjouer, tandis que Borgnine trouvait Hackman trop directif. Le réalisateur Ronald Neame a magnifiquement exploité cette authentique tension pour nourrir l'électricité de leur scène commune. Tu as encore peur que parmi ces gens, quelqu'un te reconnaisse. Eh bien, crois-moi, c'est stupide. Tu as quitté le métier et maintenant tu es ma femme. Tu ne vas tout de même pas continuer à trembler comme une idiote à chaque fois que tu vas passer un mec, parce que c'est pas forcément un de tes anciens clients. Linda, est-ce que tu m'entends? La ferme, je suis occupée. Enfin, voyons, tu n'as pas fait le trottoir longtemps, tu n'as pas dû connaître des tonnes de gars. Shelley Winters incarne une grand-mère juive, ancienne championne de natation, corpulente et dévouée. L'actrice a accepté de prendre beaucoup de poids et a réalisé elle-même la plupart de ses cascades aquatiques. Sa scène de plongée reste le moment le plus déchirant du film. Jack Albertson est le mari dévoué de Shelley Winters, touchant de sobriété. Albertson apporte une douceur dramatique qui équilibre la truculence de Winters. Annie, jamais nous ne verrons notre petit-fils. C'est ta vie. Ne dis pas ça, rien n'est perdu, il faut avoir confiance. Nous le verrons, crois-moi, nous le verrons. Si parmi nous il y en a qui en réchappent, j'espère que ce seront ces deux enfants. Ils ont toute la vie devant eux, il faut qu'ils vivent. Ne t'inquiète pas, ma chérie, ils vivront. Tu verras, tout le monde s'en sortira. Tout le monde. Stella Stevens est surtout connue pour avoir été la partenaire de Jerry Lewis dans Dr. Jerry et Mr. Love. Elle joue l'épouse de Borgnine, une ancienne prostituée au franc-parler prononcé, tiraillée entre la vulgarité et la dévotion. Ça signifie qu'il t'a reconnu. Et alors? Mais ça ne t'ennuie pas, ce genre de choses? Si ça m'ennuyait, je t'aurais pas épousé. Vieux faucheton, tu oublies que tu m'as fait mettre en tôle 6 fois. Bien sûr, j'ai pas trouvé d'autre moyen de t'empêcher de faire le trottoir en attendant que je puisse t'épouser.
Red Buttons, l'ancien habitué des comédies, incarne ici un vieux garçon timide et attentionné, trouvant son courage dans la protection d'autrui. Gene Wilder, initialement engagé, abandonne le projet juste avant le tournage, Buttons le remplace au pied levé. Carol Lynley joue la jeune chanteuse traumatisée par la catastrophe, devenant le point d'ancrage émotionnel de Red Buttons. La célèbre chanteuse Petula Clark était envisagée pour le rôle, mais elle refuse la proposition de la production. Je ne laisserai jamais. Comment vous vous appelez? Nani. Annie. Votre frère est mort. Roddy McDowall joue le serveur dévoué du navire, blessé à la jambe lors du chavirage, qui aide le groupe au début de leur calvaire. Rôle secondaire marquant, dont la disparition brutale renforce le sentiment de danger. Qu'est-ce que c'est? Le feu, monsieur. C'est une porte spéciale contre le feu, c'est ça? Oui, monsieur, c'est une porte de sécurité. À haute température, elle se ferme automatiquement. Oui, monsieur. Donc le feu qui se trouve derrière, sans apport d'oxygène, ne peut pas s'étendre. C'est ça, monsieur, exactement. Et il faut pourtant l'ouvrir. Pamela Sumartin, jeune fille mûre traversant l'océan avec son frère pour rejoindre leurs parents, apporte une touche de jeunesse et d'espoir face au cynisme des adultes. Je me demande ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un frère aussi désagréable. Oh, et puis ça suffit comme ça. Arrête de sauter sur le lit, va prendre ta douche. Non, j'y veux pas maintenant dans la salle des machines. Tu vas au service religieux, voilà où tu vas. Pendant mes vacances. Veux-tu aller tout de suite prendre ta douche? Mais il y a un mécanicien qui m'a promis de me montrer l'arbre d'hélice. Hélice ou pas, tu pourras y aller plus tard. Tu veux que je te dise? Va te faire foutre. Ne me dis jamais plus ça ou je te jure que tu prends une claque. Va te faire foutre, va te faire foutre. Leslie Nielsen est le capitaine du navire, impuissant face aux exigences d'économie des propriétaires. Un rôle dramatique d'autorité avant la reconversion comique de l'acteur. Joe, qu'est-ce que vous êtes en train de fiche? Vous ne pouvez rien faire d'autre avec les stabilisateurs? Ça n'a rien à voir avec les stabilisateurs. Ça va très bien, je n'ai donc rien à faire de plus. Par contre, j'ai pas mal de soucis avec cette pompe. Ce qui ne va pas, je vais vous le dire, commandant. C'est cet emmerdeur de l'Inacos. Voudriez-vous répéter ce que vous venez de me dire? Il est près de moi. Très bien, j'espère qu'il m'a entendu. D'accord, Joe. Faites au mieux jusqu'à ce qu'on soit sorti de cette mélasse. Sometimes I feel a little bit like the guy on the Caine Mutiny, like Queeg. I think I'm losing my marbles completely. Le tournage, qui se déroule d'avril à juillet 72, est marqué par une volonté de réalisme qui met à rude épreuve les nerfs de l'équipe artistique. Afin de donner de l'authenticité au paquebot fictif, la production commence par filmer les scènes d'introduction à bord du Queen Mary, amarré de façon permanente à Long Beach en Californie. Les coursives, le pont supérieur, la timonerie et la salle des machines d'origine servent de décor naturel pour poser le cadre réaliste de la première demi-heure du récit. Pour la seconde partie du film, l'action se déplace sur le plateau 6 des studios de la Fox. Sous la direction du chef décorateur William Kreber, des structures d'une grande complexité sont édifiées à partir des plans techniques réels du Queen Mary. This is the grand salon of the SS Poseidon. We open up the story in this room in the New Year's Eve celebration. And it's at that time, almost really right on the dot, that the wave hits and the whole ship turns upside down. Construit sur des systèmes de stabilisation motorisés, le décor du grand salon peut être incliné à 45 degrés à l'aide de chariots élévateurs pour simuler le moment du chavirage, avant d'être remonté entièrement à l'envers pour les séquences post-catastrophe. We built great big sections of the set on a platform that would hydraulically
go up from flat to 45 degrees. So that started everybody slipping and falling away from the tables and the chairs. We then lowered it down to flat again, but we didn't lower the camera down. In other words, we turned the camera to an angle of 45 degrees. So now this is flat, but because the camera is at 45 degrees, this looks as though it's 45 degrees. So now we do another shot of another section of the ship with the camera like that. Now, if you go up 45 degrees, you are at 90 degrees. And, of course, people are really falling fast, but they're very safe because they're only falling at 45 degrees. But on the screen, it looks like that. And you can do all kinds of shots. And all you do is to pull people through from one end to the other, and they look as though they're falling from the top to the bottom. And, of course, when people are dropping from the tables to the floor, they just drop out of picture onto soft material that they land. And then you cut down, and they come into picture, and they land. Les tables, les chaises y sont solidement chevillées au plafond pour accentuer l'effet d'inversion complète. Une partie des ornements, notamment la grande fontaine noire et le dôme de verre coloré, provient des décors recyclés de la comédie musicale Hello Dolly. This room is one of the few rooms that are not submerged in water, but of course the ship is settling in the water. The survivors in this room, which there are very few really, are in a quandary about what to do. C'est dans ce décor que se déroule la chute spectaculaire d'un passager à travers la verrière géante, une prouesse physique exécutée sans trucage optique. Un piano à queue est également suspendu pour glisser et s'écraser lors du retournement. Okay, so that no one is in danger, is that That's right? right. That's the reason why I want Not one chance in 10 million. I don't think there's one chance in 10 million. Okay. May I please have your attention? Hold the camera. I need a couple of dead people, maybe somebody on the light here, Paul. Right there. Yeah, a dead lady would be good. Now, is there somebody, a woman that can fall in here? Would you raise your hand, those that are going to get killed, raise your hand. Owen Allen has, as a producer, a tremendous drive, stamina, and tremendous determination. He also, of course, has had experience as a director. And I know that if he says such and such a thing is going to be done and will be ready for you to shoot, I know it's going to be ready. Now, at this point, there will be the first explosion, and you will run. Now, where are the dead people? Good. They're not going to just take a bucket and throw the water in your face, you know. It's going to be a wall, even on the set when we shoot it. It's got to be a very big wall of water. Let's go make a rehearsal. Yeah, let's make a rehearsal. You've all been marvelous. Just be patient a little while longer. I'll have you out in a minute. Let me hear speed, gentlemen. B camera. You are now milling about and concerned. Lors du tournage de l'ascension de l'échelle de secours métallique, Red Buttons est victime d'un blocage psychologique dû au vertige, nécessitant l'intervention du frère de Gene Hackman, cascadeur sur le film, pour l'aider à surmonter sa peur et finaliser la prise. Le film est tourné dans l'ordre chronologique, forçant les acteurs à subir une dégradation physique réelle à l'écran, leurs vêtements se couvrant de suie, de graisse de machine et de déchirures au fil des semaines. You'd be astonished at how much of the really, really tough work the stars have done themselves. You know, I think it's always interesting if an actor can do whatever he can do to make it more exciting for an audience. I'm a very good swimmer. Johnny Weissmuller taught me to swim years ago in Brooklyn. But I want to practice underwater swimming. I did give a solemn warning to every member of the cast. I said, now look, before the film is over, you're all going to hate my guts, but I can't help it.
La physicalité de ce tournage engendre d'ailleurs des modifications scénaristiques notables. Lors de la préparation de la séquence d'immersion sous-marine, le script initial prévoyait que le révérend Scott effectue la plongée d'exploration seul, tandis que Belle Rosen attendait sur le bord. Gene Hackman signale à Ronald Nim l'incohérence dramatique de cette situation, soulignant qu'un leader de la trempe de Scott n'accepterait jamais de laisser une femme d'âge mûr plonger à sa place sans protester, même si elle se réclame d'un passé de championne. Hackman propose que Scott tente la plongée en premier, se retrouve prise au piège sous l'eau à cause d'une obstruction et soit sauvé par Belle Rosen. Nim adopte immédiatement cette idée qui renforce l'héroïsme tragique du personnage de Winters. Pour la cascade du grand plongeon de Hackman dans l'eau, Nim fragmente la scène en 2 prises pour des raisons de sécurité. L'acteur effectue la première partie de la chute avant de se réceptionner sur un filet de protection, tandis que sa doublure réalise le saut final dans le bassin de tournage. This picture for a production designer has been both a nightmare and a dream. A nightmare just because of the nature of it, the upside down sets, the lighting, any hint that we can give that the ship is upside down. The dream, of course, is the opportunity to have a picture like this to work on comes along just once in a career. La direction des effets visuels est confiée au vétéran L.B. Abbott qui déploie une approche rigoureuse pour l'exécution des plans extérieurs du paquebot. La maquette est construite à l'échelle 1:48, une décision dictée par la possibilité de récupérer les plans originaux du Queen Mary à cette même échelle auprès de la municipalité de Long Beach. La miniature présente des caractéristiques techniques remarquables, d'une longueur d'environ 6,50 m pour un poids de 3 tonnes. Elle requiert d'importants ballasts internes, batteries électriques, sacs de sable et grenailles de plomb, pour flotter à sa ligne d'eau réelle. Pour conférer à la maquette l'inertie visuelle d'un navire de 80 000 tonnes, Abbott la filme à une vitesse de 168 images par seconde, soit 7 fois la vitesse normale de projection. La maquette est installée dans le réservoir extérieur de la Fox. En raison de la déformation des panneaux de bois servant de fond de ciel à ce bassin, Nim et Abbott contournent la difficulté en privilégiant des angles de prise de vue en plongée, simulant un point de vue d'hélicoptère pour éliminer la ligne d'horizon défectueuse du cadre. Pour les scènes de tempête, d'épaisses volutes de fumée artificielle et de brouillard masquent le fond du studio. L'enregistrement de la séquence clé de l'impact de la vague géante nécessite 3 essais distincts, illustrant la complexité de la mécanique des fluides à échelle réduite. Premier essai, les 2 réservoirs de décharge situés à l'arrière du bassin libèrent instantanément 10 000 litres d'eau. L'effet est trop puissant, la vague submerge et masque totalement la maquette sous un nuage d'écume informe, rendant le plan inexploitable. Deuxième essai, après réparation de la maquette, les réservoirs ne sont remplis qu'à moitié, mais un dysfonctionnement technique empêche l'un des clapets de s'ouvrir, produisant une vague insuffisante et sans dynamisme. Troisième essai, un réglage précis des vannes permet de générer la vague d'inclinaison parfaite conservée dans le montage final. Pour les séquences de navigation sous-marine post-chavirage, l'échelle 1:48 s'avère particulièrement judicieuse. Elle permet d'immerger la maquette unique dans le bassin intérieur de la Fox, évitant ainsi la construction coûteuse d'un second modèle dédié aux prises de vue sous-marines. Le plan final de secours par hélicoptère sur la quille inversée reste la seule faiblesse technique notable du film, reposant sur une peinture sur cache d'une exécution jugée moins convaincante. Le film sort aux États-Unis le 13 décembre 1972 et rapporte plus de 93 millions de dollars, se classant numéro 2 du box-office de l'année, juste derrière l'intouchable Le Parrain. C'est le plus gros succès de l'histoire de la Fox à ce moment-là, sauvant littéralement l'entreprise qui traversait une passe financière difficile. En France, le public a lui aussi pleinement répondu présent. Le film n'a pas seulement fonctionné sur sa réputation américaine, il est devenu un succès populaire majeur dans les salles hexagonales, en cumulant plus de 2 700 000 entrées sur l'ensemble de son exploitation. Sur le plan des distinctions, le film est nommé à 8 reprises lors de la 45e cérémonie des Oscars et en remporte 2, celui de la meilleure chanson originale et un Oscar pour contribution spéciale aux effets visuels décernés à L.B. Abbott.
Voilà, Madame Rogo, maintenant c'est à vous. Mais il faut que vous enleviez cette robe. Qu'est-ce que vous racontez? Je voudrais bien voir ça. On n'y arrivera jamais avec ça, elle est trop étroite. Mais elle est toute nue là-dessous. J'ai ma culotte, j'ai besoin d'autre chose. Tu ne penses pas que ce serait nécessaire? Donnez-lui votre chemise. Ma chemise? Amen. Linda, je te jure qu'à partir de maintenant, tu mettras un soutien-gorge, c'est moi qui te le dis. En 72, John Williams n'est pas encore le compositeur légendaire de Star Wars ou des Dents de la Mer et sort tout juste d'un Oscar pour l'adaptation musicale d'un violon sur le toit. C'est Irwin Allen qui l'embauche pour l'aventure du Poséidon, une collaboration majeure qui a débuté sur des séries comme Au cœur du temps et Perdu dans l'espace et qui se poursuivra sur La Tour infernale. Le rôle de Williams sur ce film est crucial car il choisit de prendre le contre-pied total de ce que l'on attend d'un blockbuster. Loin des envolées héroïques ou des thèmes cuivrés et mémorables qu'il composera plus tard, Williams livre pour le Poséidon une partition purement organique, sombre et souvent atonale. Pour figurer la masse de l'eau et le gigantisme du navire retourné, il utilise massivement les registres graves de l'orchestre, contrebasse, trombone, tuba et piano préparé. C'est précisément cette approche technique et viscérale de la menace invisible qui incitera un tout jeune réalisateur nommé Steven Spielberg à lui confier 3 ans plus tard la musique d'un certain film de squale. En résumé, la partition de l'aventure du Poséidon est un classique sous-estimé de John Williams. Elle élève un film de genre en lui donnant une dimension épique et humaine et reste très agréable à écouter en album seul. L'affiche américaine adopte une approche spectaculaire qui résume parfaitement le cinéma catastrophe des années 70. Elle est construite autour d'une perspective inversée très forte, le paquebot est retourné, le plafond devient le sol. En bas, une grande bande de portraits avec les têtes d'affiche. C'est typique de l'époque, on vend les acteurs avant tout. La française reprend à l'identique l'affiche US, on notera simplement une différence sur le fond, noir sur l'original, blanc sur celle-ci. La composition visuelle de l'italienne est d'une efficacité redoutable pour un film catastrophe. Les acteurs sont littéralement enfermés dans des cases carrées monochromes disposées en haut et en bas de l'affiche. Une énorme explosion rouge et jaune qui part du centre et s'étend vers les bords évoque à la fois le feu, la vague géante et le chaos. Là où les autres pays montrent le paquebot à l'envers ou des visages qui hurlent, l'illustrateur polonais résume tout le film en une seule action tragique, la noyade et le dernier souffle. En refusant de montrer le paquebot ou le casting, il réduit l'aventure du Poséidon à son essence purement existentielle, une bouche stylisée qui avale son dernier morceau d'air avant de sombrer dans un océan graphique et géométrique. C'est audacieux et efficace. Mais où est-ce que vous étiez? Où est-ce que je pouvais être, à votre avis? Vous deviez garder tout le monde rassemblé, vous l'avez oublié? Révérend, M. Rogo a tout fait pour essayer d'empêcher Inutile le de prendre prince. ma défense. Pasteur, je commence à en avoir plein d'autres, votre arrogance. Pour qui vous prenez-vous à la fin? Pour Dieu lui-même? Il était blessé, il fallait l'aider plus! Oh d'accord, il était blessé! Le bateau a pris de la gîte, il est tombé au fond. Et quand il y a eu cette explosion, il est mort! Il est mort! C'est comme ça! Where the hell were you? What's that supposed to mean? I told you to keep everybody rounded up! Well, Mr. Rogo did the best he could You to don't try have to to get... defend me. Now, look, preacher, I've had just about enough out of you. Who do you think you are, God himself? He was hurt. He needed your All protection. right, so he was hurt. The boat tilted and he fell. The shaft blew up and he's dead. And that's it. L'aventure du Poséidon constitue l'acte de naissance formelle et thématique du cinéma catastrophe moderne. Si Airport, sorti 2 ans auparavant, avait initié le recours aux distributions chorales,
l'œuvre de Ronald Nim fixe définitivement les codes esthétiques et structurels qui allaient saturer les écrans durant une décennie. Je n'ai pas eu la chance de le découvrir au cinéma à l'époque. C'est donc lors d'une diffusion télé à la fin des années 70 que je me suis pris cette vague géante en pleine gueule, malgré l'étroitesse de la lucarne. Pour les enfants nés dans les années 60 ou 70, le producteur Irwin Allen a été celui qui nous a apporté le merveilleux, la fantaisie et la science-fiction grâce à des séries cultes, avant de passer au genre qui a définitivement fait sa gloire, mais aussi provoqué son déclin. L'aventure du Poséidon dépasse le simple film catastrophe grâce à des thématiques riches. Le révérend Frank Scott incarne une foi pragmatique et active, opposée au fatalisme religieux. Sa confrontation finale avec Dieu est puissante. Le navire est présenté comme un sommet de l'ingénierie moderne, rendant sa chute d'autant plus spectaculaire et symbolique d'une forme d'orgueil humain face aux éléments. Commandant, votre travail c'est d'amener le bateau à l'endroit que nous voulons et quand nous le voulons. Je vous l'ai déjà dit, un navire instable en avant toutes c'est dangereux. Et plus encore un vieux navire comme celui-ci. Je suis persuadé qu'il est inutile que je vous rappelle que j'ai légalement le droit de vous retirer votre commandement. 3 autres officiers à bord ont leur brevet de commandant. Maintenant, allez-y, ordonnez en avant toutes. Vous êtes une canaille irresponsable, monsieur Linarcos. Dès le chavirage, les hiérarchies traditionnelles s'effondrent, les personnages de premier plan meurent rapidement, laissant le contrôle à des figures marginales. Le groupe hétéroclite doit coopérer malgré les conflits, les morts successives soulignent le coût humain, l'océan et la vague tsunami symbolisent la nature indifférente, et le navire vieillissant représente une société en déclin. Oh mon Dieu. À gauche toutes! À gauche toutes! L'ascension à travers les ponts inversés revêt une portée allégorique évidente. Le révérend Scott assume la figure de Moïse ou de Jésus guidant ses disciples à travers un désert de feu et d'acier, tandis que Rogo endosse le rôle de l'apôtre sceptique. Monsieur Scott, les gens à qui vous venez de parler, où allaient-ils? Ils vont vers l'avant. Mais ils ont tort. L'avant se trouve sous l'eau! Oui, comment savez-vous? Est-ce que vous l'avez vu? Enfin, bon Dieu, pourquoi est-ce que vous devez savoir tout mieux que tout le monde? L'une des distinctions majeures entre les films catastrophes de l'époque d'Irwin Allen et les productions contemporaines réside dans la nature même des menaces représentées. Dans le cinéma moderne, assisté par ordinateur, les catastrophes sont souvent personnifiées et chorégraphiées à la manière de monstres. A l'inverse, dans l'aventure du Poséidon, le feu, l'eau et l'acier demeurent des réalités physiques brutes, dénuées de toute intentionnalité. C'est cette résistance concrète des éléments, conjuguée à l'engagement physique réel des acteurs au sein de décors tangibles, qui confère au film une authenticité organique qui continue de susciter l'adhésion des spectateurs contemporains. Allez-y, montez. Oui, bon Dieu, montez. J'ai dit montez. Allez, allez, grimpez. Grimpez. Ronald Nim, cinéaste expérimenté, livre une réalisation solide et fonctionnelle au service du spectacle. Le chavirement est le morceau de bravoure du film, montage nerveux d'Harold Chris, le grand salon qui se retourne avec ses passagers qui tentent tant bien que mal de s'accrocher, reste toujours spectaculaire avec un sens du chaos et de la terreur viscérale. Une fois le navire retourné, Nim exploite brillamment l'orientation renversée, plafond devenu sol, arbre de Noël comme échelle, toilette au plafond, corridor inondé.
La très belle photographie d'Harold Steen et les mouvements de caméra renforcent l'immersion. Les séquences d'action sont rythmées avec un bon dosage de suspense et de tragédie. Personne n'attend que tu te battes pour nous. Mais au moins ne sois pas contre nous. Laisse-nous tranquilles. Combien te faut-il de sacrifices? Combien te faut-il de vie? Combien veux-tu encore de vie? L'un des grands atouts du film est son ensemble de stars. Gene Hackman domine avec son charisme intense et sa présence physique, tandis qu'Ernest Borgnine apporte de la rage et de la vulnérabilité. Tous les acteurs vendent les émotions et les enjeux malgré des dialogues parfois expositifs. Je peux pas, Manny. Je suis comme paralysée. Tu peux, courage. Je peux pas, Manny. Je peux pas. Je peux pas. Oh, Manny, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Manny. Tu y es. Excusez-moi d'avoir été si familier. Que pouviez-vous faire d'autre? L'aventure du Poséidon est un classique du genre, efficace, spectaculaire, émouvant et divertissant. Ses forces l'emportent sur ses faiblesses. Il a posé les bases du blockbuster catastrophe moderne tout en conservant une âme. En 2026, il se regarde avec un mélange de nostalgie, d'admiration pour son artisanat et de plaisir coupable face à son côté grand spectacle. Un film qui tient la mer, malgré le temps passé. Les péripéties sont multiples dans la longue ascension de ce navire renversé, où chaque mètre gravi est une victoire sur la peur, la douleur, le vertige, et aussi contre les ferrailles tordues, l'eau qui jaillit de toutes parts, le feu qui ravage la salle des machines. L'angoisse continuelle est savamment entretenue par une mise en scène habile, un montage rapide et le jeu sincère de tous ces acteurs, pour qui les prises de vue n'ont pas dû être de tout repos. Les poncifs déferlent comme un deuxième raz-de-marée. La plus bouleversante des tragédies humaines, ainsi traitée, devient une démonstration du pire théâtre. Le gagman de service tente quelques mots pour détendre le spectateur. Le mélodrame est offert à forte dose. Le moraliste compose l'hymne de rigueur glorifiant l'effort de survivre et les beautés de l'existence. L'aventure du Poséidon, que je vous invite à aller vivre à l'écran, est peut-être une réalité de demain. Bien reconstituée par Ronald Nim, en partie en studio, les effets spéciaux de Elby Abbott lui ont valu un Oscar, mais également dans le cadre du célèbre paquebot Queen Mary. C'est en tout cas un film dans la grande tradition hollywoodienne. En acceptant sans arrière-pensée les ficelles et les conventions mélodramatiques du récit, alors 2 heures durant, on ne cesse d'être passionné, de frémir et de s'enthousiasmer. On trouve même l'occasion de sourire, et bien des gorges se serrent au moment où la merveilleuse Shelley Winters meurt d'avoir réclamé un trop grand effort à son cœur de grosse et brave femme. Gene Hackman, le flic de French Connection, incarne avec impétuosité le tonitruant et athlétique pasteur, et Ernest Borgnine, un représentant de l'ordre particulièrement borné. Du cinéma de grand-papa, oui, peut-être, mais grand-papa connaissait son métier et avait mis au point d'infaillibles recettes. Un film qui ne doit rien à personne d'autre, sinon au talent de ceux qui y ont travaillé. Un film qui ne prétend pas nous raconter autre chose qu'une belle histoire de courage, de volonté et de solidarité. Telle est cette aventure du Poséidon, grâce à laquelle aller au cinéma redevient un plaisir et une belle aventure. Personnellement, je tire le chapeau au réalisateur Ronald Nim et au spécialiste des effets spéciaux Eddie Flowers, qui ont accompli un travail véritablement sensationnel pour un film qui perpétue la tradition du grand spectacle que la crise avait contraint Hollywood à abandonner. Ce retour vers le passé annonce-t-il que le cinéma américain, ayant surmonté les difficultés qui ont failli le tuer, va recommencer les erreurs de jadis? Le public ému, bouleversé, ne se pose pas tant de questions. Suzanne! Suzanne! Robin, est-ce que ça va? Oui, révérend, ça va très bien. Mais je peux pas... Robin! Révérend Scott! Pouvez-vous m'aider?
Vite, comment t'as fait pour monter là-haut? Oh, t'es idiot, mon pauvre garçon. Êtes-vous blessé? Je pense que non. Surtout ne bougez pas, Suzanne. Toi, reste ici. Voilà, c'est la fin de cette rétrospective. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques. Et si vous partez en vacances au mois d'août, eh bien bonnes vacances et prenez soin de vous.